C'est une terre bénie, la plus ancienne route touristique viticole de France que je vous emmène découvrir aujourd'hui, la route des Grands Crus de Bourgogne. Elle vient de fêter ses 80 ans. Romanée-Conti, Meursault, Montrachet, 33 appellations aussi alléchantes que prestigieuses, que connaissent bien les vignerons, les guides et les chefs que nous allons rencontrer aujourd'hui. Allez, je vous embarque. La route des Grands Crus, c'est là. Chambertin, Claude Vougeot, Romanée-Conti, Corton-Charlemagne, Montrachet. Impossible de citer tous les noms prestigieux et enchanteurs qui bordent la route des Grands Crus. Ces trésors, qui font briller les yeux des amateurs de vin du monde entier, nous allons les découvrir en compagnie d'un guide passionné à bord d'une traction avant datant de l'après-guerre. Car la route des Grands Crus, cet itinéraire mythique de la Bourgogne viticole, fête cette année ses 80 ans. Ensemble, nous allons suivre cette route à la découverte de monuments prestigieux, plonger dans l'histoire, descendre dans des caves vieilles de plusieurs siècles, traverser des centaines de climats inscrits au patrimoine culturel mondial de l'humanité et goûter le terroir de cette terre bénie des dieux. Nous sommes sur la route des Grands Crus, au niveau du village de Fissin. Cette route des Grands Crus est une route emblématique puisqu'elle traverse les plus beaux villages de la côte viticole côte-dorienne, avec des noms tels que Gevrey-Chambertin, Vaune-Romanée, Chambol-Musigny pour la côte de Nuit, ou encore Pernan-Vergelès, Puligny-Montrachet, Volnay, Meursault pour la côte de Beaune. Yuri Lebeau est guide œnotouristique. Depuis des années, il emprunte régulièrement cette route avec ses clients qui l'emmènent visiter le vignoble. Et nous voilà ici dans le centre du village de Gevrey-Chambertin. Il y a 9 grands crus à Gevrey-Chambertin sur les 33 que comporte la Bourgogne. Cette route des Grands Crus, elle est l'âme de la Bourgogne, elle est celle qui nous permet de nous retourner vers notre passé, de voir tous ces vignerons qui l'empruntent depuis des siècles et qui l'empruntent encore aujourd'hui chaque jour pour produire ces grands vins de Bourgogne dont on est si fier et qui sont connus dans le monde entier. Dès ses premiers kilomètres, la route des Grands Crus plonge dans l'histoire. À la sortie de Gevrey-Chambertin, apparaît le plus vieux clos de Bourgogne, le clos de Bèze, fondé en 632 par les moines de l'abbaye du même nom. Un clos est une parcelle de vigne, qu'on appelle un climat en Bourgogne, et clos vient du latin claudere, qui veut dire fermé. Chaque climat va donner un vin unique qui a un goût qui représente la typicité du lieu. On disait vulgairement, il faut que le vin ait la gueule de l'endroit où il est né. Écoutez, la gueule de ce vin-là, vous avez un vin qui est d'une grande complexité, d'une grande longueur en bouche, mais je crois que tout ça est finalement à prendre avec des pincettes, si vous me permettez l'expression, car le goût est personnel à chacun d'entre nous en fonction de sa propre histoire. Je dirais simplement, pour citer Gaston Roupnel, il disait, en parlant du Clos de Bèze, il est tout le Grand Bourgogne possible. La route des Grands Crus est la plus ancienne route touristique viticole de France. Elle est née en 1937 à l'initiative du député maire de Dijon, Gaston Gérard. À l'époque, les vignerons font face à une crise économique sans précédent. Les années 30, c'est une période de crise de surproduction, crise de mévente, mais c'est aussi une période de renouvellement un peu du vignoble, puisqu'on a une nouvelle forme de commercialisation et de production des vins, qui est l'appellation d'origine. L'idée, c'est de réaliser une délimitation stricte des crus pour pouvoir mieux les vendre. Au XIXe siècle, on n'est pas nécessairement obligé de faire du Gevrey-Chambertin avec les raisins de Gevrey-Chambertin. On le fait avec des raisins de Chambol-Musigny, des raisins des villages alentours. Or, après les appellations d'origine, on a obligation d'utiliser uniquement des raisins de Gevrey-Chambertin. Donc on a une territorialisation du vin qui n'est pas innocente et qui va créer pour l'acheteur l'idée qu'il existe un terroir spécifique qui donne un goût spécifique au vin. Dès lors,
Le vignoble de Bourgogne, jusque-là considéré comme une simple zone de production de raisins pour les négociants, devient un lieu touristique à part entière. On vient voir le terroir, au même titre que les grands monuments historiques des villes de Dijon et Beaune. La route, c'est vraiment l'aboutissement de cette construction de ce qu'on appelle le folklore vineux. On va normer la gastronomie régionale. Ça va aller avec les vins locaux. C'est l'invention du bœuf bourguignon, des escargots de Bourgogne, des ormerettes, etc. Et tous ces plats-là, on les retrouve dans les grandes festivités folkloriques qui se mettent en place dans les années 20 et 30, avec les chansons bourguignonnes également. Le point d'orgue de ces festivités, c'est l'invention finalement de la confrérie des chevaliers du tas de vin en 1934. Et ces inventions-là, paradoxalement, vont créer une mythologie et une espèce d'éternité à la Bourgogne. Et c'est ça qui fait finalement le succès de cette Bourgogne et de cette première route des vins en France. Elle invente un passé avec une certaine modernité. Quelques kilomètres plus au sud, planté au milieu des vignes, surgit un témoin millénaire de l'histoire de la Bourgogne, le château du Clos de Vougeot. Classé monument historique, il accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs, dont une bonne moitié d'étrangers qui viennent découvrir la longue histoire de la Bourgogne viticole. Alors au départ, ce n'est pas un château ici, hein. C'est une exploitation viticole qui est créée par les moines de Cîteaux en 1110. Et nous avons devant nous la partie la plus ancienne encore conservée aujourd'hui. Il s'agit de la grange, qui était un bâtiment multifonction. Et ce bâtiment a été construit en 1170 pour stocker le vin en particulier. Et à l'étage, il y avait une grande salle qui servait de dortoir pour accueillir les moines de Cîteaux lorsqu'ils venaient travailler dans les vignes. Puis au fil du temps, le domaine s'est complété d'une partie château, qui est la partie Renaissance qui est derrière nous. Le domaine va rester petit. Et en 1170, les moines obtiennent un privilège, c'est-à-dire que désormais, ils ne paieront plus d'impôts sur le vin qu'ils produisent, et ça sur un périmètre qui est très précisément défini. Donc pour bien marquer les choses dans le paysage, les moines vont décider de construire un mur qui va entourer en fait le futur Clos de Vougeot. Donc ce mur, c'est celui qu'on aperçoit ici. C'est un mur qui fait 3 km 300 de long et qui enserre 51 hectares de vignes. Et lorsqu'il est construit en 1170, les moines ne contrôlent à ce moment-là que 10 hectares à l'intérieur de ce clos. Et puis petit à petit, ils vont racheter ou se faire donner progressivement l'ensemble des terres qui se trouvent à l'intérieur du mur pour constituer un énorme domaine de 51 hectares, le Clos de Vougeot. Alors on est à la fin du XVe siècle, vers 1480. À ce moment-là, les moines de Cîteaux décident de construire une cuverie de très grande dimension pour abriter des pressoirs. En période de vendange, ça fourmillait, hein. Il y avait du monde absolument partout. Chacun des pressoirs demandait entre 6 et 8 personnes pour les actionner. Il y a 4 pressoirs ici, donc il faut imaginer un balai incessant. Au départ, les moines produisent pour eux-mêmes, mais très rapidement, les productions de vin étaient telles que les moines ont commencé à commercialiser ce vin. Dans les auberges des environs, dans les villes comme Dijon, Beaune, Nuits-Saint-Georges, c'était des lieux où on pouvait boire de ce vin. En 1791, le château et les vignes sont confisqués comme biens nationaux. Les vignes seront plus tard séparées et divisées entre plusieurs propriétaires. Ils sont aujourd'hui 85 à se partager l'appellation Grand Cru Clos Vougeot, qui correspond toujours exactement au domaine fondé par les moines cisterciens en 1110. Les vignerons d'aujourd'hui sont les héritiers des moines du Moyen-Âge. Le village de Vosne-Romanée, tout proche du château du Clos de Vougeot, abrite le domaine qui possède le plus grand nombre de grands crus de toute la Bourgogne, véritable icône de la viticulture mondiale, le domaine de la Romanée-Conti. Aubert de Vilaine,
co-héritier du domaine, a porté le projet qui a abouti en 2015 au classement des climats de Bourgogne au patrimoine culturel mondial de l'humanité. Nous sommes ici, en plein cœur, de ce qu'on appelle un climat en Bourgogne. Alors c'est la Romanée-Conti. Ses limites, vous les voyez, il y a cette limite de ce petit mur ici. Le mur là-bas, ces zigzags verts que vous voyez là, et la petite route en terre qui est là-bas, juste à côté de la croix. Un climat, c'est ça, c'est un vin, c'est une parcelle de vigne qui a une certaine superficie, des limites qui sont inscrites dans le marbre des appellations, qui a un nom et qui fait un vin qui a un goût spécifique, particulier, que les amateurs reconnaissent et recherchent. La plupart des plus grands vins en Bourgogne se trouvent dans ce secteur de la côte où la pente s'amortit et devient non pas plate, mais avec une pente très douce. La Romanée-Conti, elle est en plein milieu de ce secteur privilégié et c'est certainement une des raisons de la qualité du vin. En obtenant la reconnaissance de l'UNESCO, Aubert de Vilaine a voulu préserver cet héritage précieux et fragile, laissé par les générations passées et regardé aujourd'hui comme un modèle au niveau mondial. Ici, nous sommes dans une cave d'élevage qui est très ancienne, typique des caves d'élevage en Bourgogne, dans une philosophie de climat, de terroir, une viticulture de terroir. Tous les vignerons se rejoignent pour dire qu'il faut faire un élevage qui soit le moins interventionniste possible, comme on dit, c'est-à-dire qui laisse au vin la capacité de se développer comme il l'entend. Il est difficile d'être simple, mais je pense que c'est vraiment la clé pour faire des très grands vins, c'est la simplicité au niveau de la vinification comme au niveau de l'élevage. Les grands crus, comme ceux élevés dans ces fûts, représentent 1% de la production totale de la Bourgogne. Cette rareté explique en partie les prix vertigineux atteints par certaines bouteilles, dont celle de la Romanée-Conti, vendue plus de 1 500 € la bouteille à des clients triés sur le volet. Je peux vous risquer une petite anecdote. À l'époque où le futur président du Brésil, le fameux Lula, faisait sa campagne, j'ai reçu un coup de fil d'un journaliste brésilien qui me demandait « Est-ce que vous savez que les partisans de Lula ont créé un site internet qui s'appelle Romanée-Conti para todos, qui veut dire Romanée-Conti pour tous ». Et pourquoi? Il m'a dit parce que Lula a été vu dans un restaurant buvant une bouteille de Romanée-Conti. Ses adversaires ont dit « Mais comment est-ce qu'un candidat socialiste peut boire de la Romanée-Conti ?» Donc ses partisans ont dit « Nous, ce qu'on veut, c'est pas que tout le monde soit pauvre, on veut que tout le monde soit riche et boive de la Romanée-Conti. » Alors il m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je lui ai dit « Écoutez, ce que j'en pense, c'est qu'on peut faire en tout et pour tout que 6000 bouteilles maximum de Romanée-Conti, donc il n'y en aura jamais pour tous. » Suivre la route des grands crus, c'est aussi prendre son temps, musarder au bord des vignes et l'occasion de goûter à la gastronomie locale. Mathieu Mazoyer est un enfant du pays. Il y a 13 ans, il a installé son restaurant, le Millésime, dans le village de Chambol-Musigny, en plein cœur de la route des Grands Crus. Un endroit stratégique, même si sa cuisine se permet parfois des incartades avec la tradition bourguignonne. Vous descendez les artichauts, les asperges blanches, s'il vous plaît. Allez hop, descendez ça, mettez ça bien dans de l'eau. Moi, ce que j'adore cuisiner, c'est le cochon. Voilà, le cochon de A à Z, du groin jusqu'à la queue. Les pieds aussi. Ça permet de faire découvrir aux gens des choses qu'on ne cuisine plus. Ou qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner, on va dire. Mais est-ce que cuisiner avec des grands crus, cela demande un soin particulier? Il faut surtout faire attention de ne pas avoir des plats qui puissent envahir trop le vin, on va dire. Trop prendre le dessus par rapport au vin. Surtout comme un vin comme Chambol-Musigny, c'est un vin qui est quand même sur la finesse. Donc il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Damien, t'en es où dans ton rangement de cave? Il me reste quelques bouteilles et après je suis en place. D'accord, ok. Je te donne un petit coup de main.
Le restaurant de Mathieu possède l'une des plus belles cartes de Grand Cru de la route. Mais pour Damien Gelot, son sommelier, la partie n'est pas toujours facile. Alors être au cœur de la route des Grands Crus, c'est un avantage qui fait qu'il y a énormément de passages, mais de très grands amateurs de vin. Ce qui peut aussi être une certaine pression, puisqu'ils ont des attentes assez précises, d'où les 650 références sur la carte permanentes, tout en essayant de l'enrichir tous les ans de 10 à 20 références supplémentaires. C'est jamais facile d'avoir des grands crus. C'est une production qui est très petite, demandée dans le monde entier. C'est un long travail de confiance aussi avec les viticulteurs, mais c'est toujours en petite quantité, pour certaines par 3, pour d'autres seulement par 1 bouteille par an. Donc non, c'est pas plus facile pour nous que pour nos voisins de Beaune ou de Chablis pour avoir ces grands crus. C'est l'armoire à trésor, et puisqu'on peut y voir certains grands crus de la Bourgogne, bien sûr, pas tous. Mon préféré de Vosne-Romanée, on ne le présente plus aujourd'hui, qui est tout simplement la Romanée Conti. On n'en a pas tous les ans, on en a une tous les 3 ans. Je pense qu'on aura peut-être la chance d'en avoir une seconde cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, cette bouteille sur la carte avoisine les 10 000 €. Là, vous emmenez 2 carpaccio. Allez, Julien, on se dépêche. Les 2 Saint-Jacques et après 2 asperges. Allez, hop, on y va. Le brocoli, on y va aussi. Allez, on y va pour les 2 carpaccio. Allez, emmenez. À mi-parcours de son trajet, la route des Grands Crus abandonne la Côte de Nuit, ses crus rouges légendaires et son pinot noir, pour entrer dans la Côte de Beaune, presque exclusivement dédiée au vin blanc et au chardonnay. Beaune, capitale des vins de Bourgogne, regorge de monuments historiques datant du Moyen-Âge, dont les célèbres hospices de Beaune. Pour Yory Lebeau, le monument représente une étape incontournable. Nous nous trouvons au centre de l'Hôtel-Dieu, qui fait partie des hospices de Beaune, et qui a été créé en 1443 par le chancelier du duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Et ce chancelier n'était autre que Nicolas Rolin. Nicolas Rolin décide de créer un hôpital. Nous sommes à la fin de la guerre de 100 ans, et 3/4 de la population beaunoise est formée d'indigents. On va non seulement soigner ces personnes, mais aussi et surtout les nourrir. C'est dans cette cour au toit vernissé et dans la salle des pauvres, toute proche, qu'ont été tournées en 1966 quelques-unes des scènes cultes du film La Grande Vadrouille, qui fut longtemps le plus gros succès du cinéma français. Alors, nous voilà ici, au cœur de la salle des pauvres. C'est dans cette salle qu'étaient soignés les malades à l'Hôtel-Dieu. Les dimensions de cette salle sont exceptionnelles. 46 mètres de long, 14 mètres de large et surtout 16 mètres de hauteur. L'ensemble des lits, de part et d'autre, était dirigé en direction de cette chapelle, ce qui permettait aux malades de participer aux offices religieux. Beaune abrite de nombreux monuments médiévaux prestigieux, mais une partie de ces trésors se cache aussi sous terre. Véronique Drouin, responsable de la vinification et de l'élevage des vins de la maison du même nom, est l'héritière d'un patrimoine architectural souterrain exceptionnel. Alors nous nous trouvons dans l'ancienne cuverie de la collégiale Notre-Dame, donc un bâtiment du XIIIe siècle, contemporain de l'église, donc construit fin XIIe, début XIIIe. Donc c'était le lieu de travail des moines, c'est ici qu'ils faisaient leur vin. Ils avaient un joli patrimoine viticole et donc ils avaient besoin d'un endroit pour vinifier. Donc la prière et le travail se faisaient ici. Derrière moi, un magnifique vestige du XVIe siècle, ce pressoir dit à perroquet. Donc c'est un pressoir qui, on pense, a servi environ 200 ans. Et puis, en 1980, mon père a eu cette idée de remettre en activité ce pressoir qui avait été en sommeil pendant 200 ans. Le système est très ingénieux et très simple, très efficace et ne requiert aucune électricité. En tournant cette roue,
Voilà, et alors ce pressoir chante et craque, c'est magnifique. Donc la roue tourne et fait descendre cette poutre principale qu'on appelle un mouton qui vient presser les raisins qui, au préalable, évidemment, ont été posés sur ce plateau et sur lesquels on a mis ces planches et ces poutres. Et donc, en abaissant, cette grosse poutre va presser, le jus va s'écouler, retomber ici, le jus qu'on va mettre en fût. Et quand on imagine l'âge de ces bois, parce que le pressoir est de 1570, mais si on voit par exemple la poutre qui est là-haut, l'arbre qui était du chêne devait avoir environ 300 ans. Donc on imagine bien qu'une partie des pièces de ce pressoir a peut-être connu Charlemagne. Maintenant, nous nous trouvons sous le vieux pressoir, dans la cave du XIIIe. Alors c'est une des très vieilles caves de la ville de Beaune. Donc c'est ici que les chanoines élevaient leur vin. Donc ils entonnaient, mettaient en fût, et puis les vins restaient ici jusqu'à la mise. Alors pas en bouteille à l'époque, mais je pense que la consommation était quand même assez rapide à l'époque des moines. Et puis il n'y avait pas de commercialisation des vins. C'est des très très bonnes caves d'élevage. Elles sont toujours à température assez égale, elles ont une humidité parfaite. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, donc il n'y a aucune vibration dans ces caves. C'est très serein ici. Moi, je trouve qu'on a la chance de travailler avec une multiplicité de terroirs. Ça, c'est un peu le mystère et la complexité de la Bourgogne. Mais en même temps, pour nous, c'est un travail extraordinaire que d'essayer de révéler chacun de ces terroirs, puisque voilà, on parle de nos climats, de nos lieux-dits. Chacun de ces vins représente une petite entité. Donc c'est vrai que notre travail, au fond, c'est d'apprendre ces climats. Mais ça prend une vie et on ne les connaît même pas tous à la fin de notre vie. Mais à force de déguster et de parler aux anciens, à ceux qui ont eu l'expérience ou qui ont vinifié, on va apprendre que le Beaune-Grève, voilà, la caractéristique d'un Beaune-Grève, c'est ces vins un petit peu structurés. On va déguster le Corton Charlemagne. Malgré le fait que le vin soit jeune, on a déjà une complexité aromatique qui n'est pas juste sur un fruit ou une fleur. Et ça, c'est un petit peu la raison de cette classification de nos vins de Bourgogne, c'est-à-dire qu'un Bourgogne délicieux, très fruité, très fringant, mais peut-être un petit peu monodimensionnel. Et là, quand on va monter dans la hiérarchie, c'est-à-dire vers les premiers et les grands crus, on va avoir une palette aromatique beaucoup plus complexe. C'est la raison pour laquelle ces vignes-là ont été classés en grand cru, parce que c'est pas juste cette année, mais c'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, quand les moines ont commencé en fait à délimiter les zones qu'ils estimaient être les meilleures, il y avait déjà cette complexité dans les vins. À la sortie de Beaune, nous avons abandonné temporairement notre traction pour une balade à vélo à travers les vignes. Un moyen ludique, légèrement sportif et totalement écolo de partir à la découverte des villages emblématiques de la côte, comme Pommard, Volnay ou Meursault, et de profiter du paysage. Regardez, on va vers la petite cabotte. Ah, c'est quoi une cabotte? Un refuge de vignerons. Une garçonnière, si tu préfères. Alors vous faites attention parce que là, il ne faut pas se cogner la tête. Allez-y. Voilà, c'est une cabotte qui a à peu près 200-300, on ne sait pas trop dater, voire plus, hein, c'est que de la pierre sèche. Et donc c'était utilisé pour faire un petit break. Quand il pleut, quand il fait chaud, le vigneron était heureux de s'arrêter ici. Et puis également, ça permettait de stocker un petit peu de matériel. Hein, les clos ici, vous imaginez, hein, ça prend le soleil, ça absorbe la chaleur qui est restituée pendant la nuit. Donc du coup, ça donne une espèce de micro-atmosphère au sein du clos. La maturation du raisin est meilleure dans un clos. Ouais, on va faire une pause ici. On fait du vélo, on découvre le vignoble et surtout, hein, c'est aussi souvent pour ça que les gens viennent, on va déguster du vin. On visite les caves, on visite la cuverie, hein, donc ça permet d'avoir une vision assez globale de la Bourgogne puisqu'on voit les choses d'une manière beaucoup plus explicite, on a le temps de s'arrêter, de sentir, de voir. On a beaucoup de clientèle étrangère, la clientèle américaine qui adore ce genre d'activité. On a les Canadiens, les Australiens, les Asiatiques viennent, les Européens sont là. Et le vélo, pour moi, s'est imposé comme le moyen idéal. Voilà, donc je vous invite à venir prendre un verre. Voilà. À la vôtre. La dernière portion de la route des Grands Crus réserve encore un ultime trésor de la Bourgogne viticole. Ici, nous sommes
au cœur du Triangle d'Or. Lorsque l'on parle du Triangle d'Or, on parle des plus grands vins blancs secs du monde, avec notamment l'emblématique Montrachet qui se trouve entre trois villages, à l'intersection de trois villages, le village de Meursault, au nord du Triangle d'Or, Puligny-Montrachet et aussi Chassagne-Montrachet. Le Montrachet, dont Alexandre Dumas disait qu'il fallait le boire à genoux et la tête découverte, appartient à l'élite des plus grands vins blancs du monde. Ces vins inaccessibles, produits en très petite quantité et recherchés par la terre entière. Les 7 hectares 99 qui le produisent sont presque devenus un lieu de pèlerinage. Les touristes, qu'ils viennent de l'Hexagone ou qu'ils viennent du monde entier, quand ils ont eu la chance de traverser les villages dont ils ont entendu parler tant de fois, quand ils ont eu la chance de sillonner les vignes, de les caresser du regard, de déguster les vins, de pénétrer dans les caves, tout ça participe aux souvenirs qu'ils vont en avoir. Et lorsqu'ils rentrent, ils ne dégustent plus des vins de Bourgogne, mais ils dégustent des parcelles de souvenirs. Notre voyage aussi se termine ici, près du petit village de Santenay. Le coffre, les yeux et la bouche remplis de souvenirs, avec une envie folle de revenir bientôt. Et oui, et nos grands vins font aussi briller les yeux des touristes qui empruntent nos routes chaque année. Et oui, ils sont nombreux. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous embrasse et restons connectés.